Salutations spéciales à vous, messieurs et dames. Bienvenue à cette émission Angle Saillant. Comme vous le constatez, l'émission de ce jour vous est présentée par Glodino Lucano et je vais recevoir pour vous trois invités. Je commence à ma droite. Il s'agit donc de Maître Armi Makaya. Il est politicien, membre de la jeunesse de l'UDPS. Maître Armi Makaya, merci d'être venu. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Et à ma gauche, nous avons Osé Mabiala. Il est journaliste et analyste politique. Osé Mabiala, bonjour confrère et merci d'être venu. Bonjour chers confrères, Glodino Lucano. Bonjour également à d'autres intervenants qui sont ici présents. Je vois Maître Armi Makaya. Je vois également Maître Simon Lusonso que vous allez présenter tout à l'heure. Et bonjour surtout à ceux-là qui vont prêter attention à cette émission car ça vaut la peine. Voilà, il a été déjà présenté. Maître Simon Lusonso, analyste politique. Bonjour et merci d'être venu. Bonjour Monsieur Glodino et surtout merci pour l'invitation. Je salue également les amis sur ces plateaux avec qui nous allons débattre de manière citoyenne. Et merci à cette population qui nous suit. Voilà, merci beaucoup. Avec nos trois invités, mesdames et messieurs, nous allons aborder des sujets. Nous allons commencer d'abord par les arrêtés abrogés à la DGR cassée et ensuite nous allons vous parler également de la réhabilitation de l'avenue Kinshasa dans son tronçon qui va du rond-point 24 novembre jusqu'à l'entrée La Paillote qui fait couler encre et salive à la société dans la ville de Matadi. Sans plus tarder, Osé Mabiala, journaliste politique, peux-tu nous présenter le fait, qu'est-ce qu'il y a eu exactement à la DGR cassée? Merci beaucoup, chers confrères, pour ces privilèges de me donner la main en premier lieu pour présenter la situation qui règne actuellement au sein de la Direction générale des recettes du Congo central et qui, malheureusement, certains essayent d'en faire une forme de récupération politique pour justement s'adonner à une pratique de propagation de faux bruits. Le directeur général de la Direction générale des recettes du Congo central, en la personne de l'ingénieur master Julien Zamangana, nous le savons tous, il a pris ses fonctions officiellement après être nommé par l'arrêté provincial signé par le gouverneur de province. Comme tout bon dirigeant qui vient au début de ses fonctions, doit avant tout examiner les fonds, justement étudier comment cette entreprise a marché en son absence. Et il a compris qu'il y avait beaucoup de couacs. Il a compris qu'il y avait beaucoup de la misérie dans la gestion et de la légèreté et de la politisation pure et simple dans la gestion quotidienne de la Direction générale des recettes du Congo central. C'est alors une situation qui va alerter tout le monde, notamment l'Assemblée provinciale, le gouvernorat de province, le ministre également provincial en charge de la fonction publique, qui vont constituer une mission, une équipe, pour aller en mission enquêter sur ces dossiers au sein de la Direction générale des recettes du Congo central. C'est alors qu'à l'issue, à la fin justement de cette enquête minutieuse et très objective, au sein de la Direction générale des recettes du Congo central, le directeur général va prendre courageusement une décision sanitaire pour justement, en premier lieu, suspendre une prise de grade qui a été initiée, frauduleusement, en miaisant toute procédure administrative, et aussi mettre des côtés, pour ne pas dire tout simplement mettre dehors, logiquement, un nombre au nombre de 199 agents. Et ces 199 agents qui, les combles, ne faisaient que causer de la pléthorie au sein de la Direction générale des recettes du Congo central. Vous le savez très bien, chers confrère Glodino Lucano, qui est la Direction générale des recettes du Congo central, est la marmite principale des recettes de la province. Et ces recettes qui, dans les premières raisons majeures, doivent nécessairement servir au financement partiel du programme provincial, du gouvernement provincial. Mais curieusement, malgré l'accroissement de ces recettes, l'argent s'est volatilisé pour payer des gens fictifs, des gens qui ne prestaient pas, mais gagnaient de l'argent illégalement. C'est un détournement.
C'est ainsi que cette décision courageuse et salutaire du directeur général des recettes du Congo central a été prise. Mais que malheureusement, comme je l'ai dit en amont de mon intervention, certains gourous, certains politiques affameux, assoiffés, je dirais même, veulent en faire ou en font déjà une récupération politique, justement et bêtement, sans raison valable, sans fondement même, pour nuire à l'élan du redressement qu'a pris le Congo central, sans complaisance, imposé par le chef de l'exécutif provincial. Merci beaucoup. Maître Simon Lusson, sur les faits nous ont été exposés par le confrère Osé Mabia, la journaliste et analyste politique. Par rapport à la procédure, est-ce que la procédure a-t-elle été respectée, puisque dans son arrêté, le ministre provincial en charge de la fonction publique a dit lors de la motivation de sa décision, l'arrêté provincial, c'est pas ça, il a parlé de la lettre, voilà, la lettre numéro 001 bar AP bar KC bar presse bar PMD bar RBK bar IMB bar 2024 du 15 août 2024 de la commission ad hoc de l'Assemblée provinciale du Congo central, invitant le ministre provincial en charge de la fonction publique à abroger les arrêtés ministériels suffisés. Est-ce que la procédure a-t-elle été respectée? Une commission parlementaire peut directement inviter le ministre à prendre une telle décision. Merci de la question. Je pense qu'avant de répondre à votre question, vous savez, les faits ont été mis à découvert, mais curieusement, vous venez de lire l'arrêté qui fait référence à la lettre, n'est-ce pas, adressée par la commission, n'est-ce pas, qui avait été mise en place, qui avait enquêté, mais malheureusement, on ne sait pas dans cette lettre quels sont les griefs que la commission avait eu à retenir. Mais au regard des faits, de manière générale, nous sommes au courant de tout ce qui s'était passé, parce que vous parlez de la procédure. Nous sommes d'avis qu'il y a un arrêté qui a nommé, n'est-ce pas, qui a engagé certains agents au niveau de la DGRKC. Mais il s'est fait que notification n'en est pas suivie. Après, n'est-ce pas, ces différents engagements. Vous allez comprendre que l'organe délibérant, n'est-ce pas, dirigé par son président, le président Papi Mantezolo, qui avait pris une mesure conservatoire en ce qui concerne tout mouvement du personnel au niveau de la fonction publique provinciale, notamment à la DGRKC. Mais curieusement, au détriment, n'est-ce pas, de cette mesure conservatoire qui avait été prise par le président de l'Assemblée provinciale, il y a eu une notification. Le vrai problème, c'est à ce niveau-là. Le premier problème que moi je soulevais, c'est quoi? Il y a eu une notification in tempore suspecto, c'est-à-dire l'on a procédé à la notification des agents dans un temps suspect, pendant qu'il y avait une mesure conservatoire. La question qu'on se pose, pendant ce moment, est-ce que le directeur... C'est-à-dire on avait suspendu tout, n'est-ce pas, mouvement, n'est-ce pas, au niveau de la fonction publique provinciale, par le président de l'Assemblée provinciale. Et pendant ce moment, avant la levée de cette mesure, le directeur général de la DGRKC ne pourrait se permettre à notifier l'arrêté, n'est-ce pas, ayant engagé certains agents au niveau de la DGRKC. C'est cela le problème. Qu'est-ce qui a été encore élevé? Au-delà de tout, l'arrêté existe, mais l'on a constaté un surplus des agents qui étaient concernés dans l'arrêté. C'est là où moi j'évoque le principe fraus omnia corrompit, c'est-à-dire la fraude corrompt tout. Et donc, je relevais des éléments, parce que vous parlez de la procédure. Est-ce qu'au moment où il y a une notification, le directeur général de la DGRKC sortant bien sûr, devrait-il procéder à la notification? La réponse est simple, nous disons non. Pourquoi? Parce qu'il y avait une mesure conservatoire d'interdiction de tout mouvement au sein de l'administration publique provinciale. C'est là le problème. Parce qu'aujourd'hui, imaginez lorsqu'on va se rendre à l'évidence de tout ce qui s'était passé. Imaginez l'arrêté qui a parlé. Et là, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Par rapport à la procédure, si la procédure avait été respectée, déjà par rapport à la notification, j'ai dit non. Parce que ce sont des griefs que moi... de la procédure abrogeant les arrêtés. Il y a la théorie de l'acte contraire, c'est-à-dire il y a un arrêté qui avait été pris par un ministre provincial, et donc s'il faut abroger, il n'y a que l'acte contraire qui peut abroger, n'est-ce pas, l'arrêté qui a eu engagé. Moyennant la lettre de la d'une commission parlementaire. Moyennant, là c'est encore discutable, parce que je me dis, la commission qui avait été mise en place après avoir enquêté, je pense que le bureau devrait être saisi.
Pourquoi? Parce que nous sommes aussi en pleine vacances parlementaires et que les bureaux devaient statuer. Après avoir statué, je pense que les bureaux qui devaient saisir, notamment les gouverneurs des provinces et les gouverneurs, devraient. Cette procédure n'a pas été mise à découvert pour critiquer, pour savoir est-ce que les bureaux étaient saisis. Mais l'arrêté a évoqué la lettre avec la lettre de la commission ad hoc de l'Assemblée provinciale invitant le ministre. Tout à fait. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je ne voudrais pas polémiquer par rapport à ça, mais je tiens, n'est-ce pas, les faits qui ont été reprochés, notamment la procédure, il disait par rapport à la notification, au-delà de la désignation, l'engagement, je vois la notification et comment est-ce que les gens se sont retrouvés sur la liste annexe alors que l'arrêté originel ne fait pas ou ne faisait pas état de 199 personnes. Mais je crois la commission, c'est ce que je suis en train de dire. Une commission qui a été mise en place après l'enquête, est-ce que le bureau a été saisi? Est-ce que le gouverneur a été saisi? Moi, je pense que là, ce sont des secrets qui n'ont pas été mis à découvert pour que nous puissions en débattre à bon escient. Si le bureau a été saisi, c'est le bureau qui devrait inviter. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a le bureau qui devrait en décider. Le vrai problème, la vraie question ici, je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à la procédure. Mais ici, le problème est que la fraude qui a été décelée par la commission, quand bien même la lettre évoquée dans l'arrêté, nous ne connaissons pas, n'est-ce pas, le contenu de l'arrêté. Mais ce qui est évident, nous savons qu'il y a une notification après une mesure d'interdiction. Ça, c'est de 1. L'on a décelé un surplus des agents fictifs qui n'étaient pas concernés dans cet arrêté. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a eu fraude. Donc, au-delà du fait de la procédure qui a été menée par la commission, mais ici, moi, je suis en train de relever des griefs qui sont aussi patents et qu'au finish, après toutes ces mesures qui ont été prises, vous êtes totalement d'accord quant à la procédure et quant à la décision prise par le ministre provincial en charge de la fonction publique? Je dis ceci. Par rapport à la procédure, je vous ai dit. Lorsqu'il y a une commission... Vous êtes contre? Je suis contre au-delà, sous réserve bien entendu de tout ce qui a été fait, parce que cela n'a pas été dévoilé. Merci. J'insiste, cela n'a pas été dévoilé, la procédure qui a été menée. Le ministre qui a évoqué l'arrêté, disons la lettre, mais la lettre n'a pas mis à découvert son contenu. Vous n'avez plus donc voilà la procédure. La parole. Maître Armio Makaya, êtes-vous d'accord de cette procédure suivie par le ministre provincial en charge de la fonction publique? Merci beaucoup pour la question. Je crois que si on est rationnel, les débats devaient déjà prendre fin parce que maître qui venait de prendre parole devant moi, avant moi disons, a reconnu le fait que l'arrêté ayant conduit à l'abrogation des deux arrêtés du mois de février 2024 n'a pas respecté la procédure et il est juriste comme moi, le droit est procédural. Lorsque la procédure est biaisée, on n'aborde pas les fonds. Donc, en toute honnêteté intellectuelle, l'on devait, en tout cas en ce qui me concerne, clore définitivement ces débats. Mais comme on veut effectivement faire du mal à 199 compatriotes bénéficiaires de ces arrêtés, on s'est mis dans une posture qui consistait à peindre les tableaux en noir pour pouvoir défendre le mal, bien évidemment. Tenez, la première des choses, c'est que tout part d'une lettre du directeur général qui s'adresse au président de l'Assemblée provinciale pour solliciter un état des lieux de l'Assemblée provinciale. D'abord, à ce niveau-là, il y a vice de procédure parce que la DGRK, c'est une régie indirecte, c'est un service public géré en régie qui n'a pas de personnalité juridique au vrai sens du terme. C'est-à-dire que le directeur général de la DGRK devait s'adresser à l'exécutif provincial, notamment le ministère des Finances, parce que c'est ce ministère-là qui joue le rôle du ministère de tutelle. Et le ministre demande, n'est-ce pas, lors d'un conseil de ministres, la possibilité de faire un état des lieux. Déjà, le directeur général saisit le bureau de l'Assemblée provinciale pendant que les députés sont en vacances parlementaires. Je ne sais pas. Je crois que c'est le 6 août 2024. Je ne sais pas qui a finalement signé la décision de mettre en place une commission parce que les débats qui donnent lieu à la mise en place d'une commission se passent dans la plénière. Les députés sont en vacances parlementaires. Une décision est mise en place pendant les vacances parlementaires. Une commission est mise en place. Et dans cette commission, on fait venir quelques députés
Et ces députés-là vont aller faire l'état des lieux à la DGRKC. Et nous connaissons tous la procédure parlementaire. Lorsque une commission rend ses conclusions, les conclusions sont soumises à la plénière et la plénière en prend acte moyennant une résolution. Et la résolution est notifiée par le bureau de l'Assemblée provinciale à l'exécutif. Mais à notre grande surprise, nous allons voir qu'en date du 15 août 2024, alors que la commission a été mise en place le 6, en date du 15 août, la commission va se permettre, puisque déjà le départ était biaisé, le départ biaisé commence par le directeur de l'Assemblée provinciale de la DGRKC. La commission va saisir directement le directeur général de la DGRKC, lui demandant de suspendre toutes les admissions et notifications provisoires qui ont eu lieu entre le mois de janvier, non, pas le mois de janvier d'ailleurs, qui ont été établies en 2024. Et parmi les raisons, n'est-ce pas, puisque c'est la question à laquelle Maître n'a pas pu répondre, parmi les raisons évoquées par la commission évoque la lettre du président de l'Assemblée provinciale prenant des mesures conservatoires après l'élection du gouverneur du 28 avril 2024. Et cette lettre est prise au mois de mai 2024. La commission se réfère encore à la lettre de l'IGF qui a été prise le 30 avril 2024, veut dire un jour après l'élection du gouverneur. Sur base de ces deux raisons, la commission conclut que la DGRKC ne pouvait pas engager, d'autant plus que les mesures conservatoires avaient été prises. Mais la question à laquelle on se pose, est-ce que la lettre du président de l'Assemblée provinciale et celle de l'IGF ont rétroagi ou comment? Parce que les arrêtés à problème, bon, entre guillemets à problème, ont été pris au mois de février. Et pendant ce temps-là, le gouverneur sortant et son gouvernement avaient le plein pouvoir d'engager la province. Maître, c'est clair, pendant ce temps-là, les nominés n'ont pas été notifiés. Non, attendez. La politique de nomination, là, c'est un autre débat qui vient. Mais la commission n'évoque que deux raisons principales pour lesquelles elle demande au ministre d'abroger les deux arrêtés, parce que j'ai même l'arrêté. Ok, lisez-nous l'arrêté. J'ai même l'arrêté. Je commence par vous lire la lettre. La lettre que la commission envoie, n'est-ce pas, au directeur général de la DGRKC. Il a dit ceci: en exécution de la décision numéro portant mise en place d'une commission ad hoc chargée de faire l'état des lieux de la direction générale des recettes du Congo central et conformément aux lettres respectivement de l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central numéro 17 mai 2024 portant suspension de tout recrutement, mouvement du personnel au sein des services publics de la province du Congo central et de l'inspection générale de finances numéro du 30 avril 2024, suspendant certaines dépenses et recrutements, nominations, promotions et mouvements du personnel à tous les niveaux jusqu'à nouvel ordre. Nous avons l'avantage de vous saluer et de vous approcher au sujet de l'objet repris en exergue. Par rapport à ce qui précède, il vous est demandé de prendre une mesure conservatoire, de suspendre sans délai toutes les admissions provisoires et les notifications prises en 2024 par le directeur général de la DGRKC, et c'est en attendant les conclusions de la commission ad hoc. Donc en réalité... Attendez, on évoque les décisions qui suspendent tout mouvement, tout recrutement qui date du mois de mai et du mois d'avril 2024, mais on fait des raccordements frauduleux comme quoi ces lettres-là devaient rétroagir pour tous les actes qui ont été pris au mois de février. Mais de quoi faisons-nous allusion? Donc dans la motivation de cette lettre qui a invité le ministre provincial à abroger ces arrêtés-là, aucunement ils ont fait allusion aux gens qui ont été nommés sans être notifiés. Mais attendez, lorsque le ministre prend la décision, n'est-ce pas, de recruter, il y a toute une procédure qui est respectée. Moi, je m'en veux vous lire parce que je ne suis pas venu ici faire du folklore comme nos amis ici. Non, faut retirer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je retire
Il a je retire, maître, je retire. Mais c'est pour dire que je suis venu avec les documents pour lesquels nous sommes ici. Et vous le mettre, bientôt l'arrêté du mois de février 2024 commence le processus de recrutement. C'est comme ça que quand vous allez lire même sa motivation, il y a plusieurs contrôles qui ont été effectués, les contrôles physiques, quantitatifs et qualitatifs du personnel de la DGRKC. C'est au regard de tous ces éléments-là que finalement, sur proposition du directeur général de la DGRKC, après avis du ministre provincial de finances, qui est le ministre des tutelles, et le conseil des ministres entendu, l'ancien ministre de la fonction publique prend la décision pour recruter à la DGRKC. Mais l'arrêté qui abroge ces deux arrêtés, n'ont jamais fait l'objet de débats lors d'un conseil de ministres, n'a jamais fait l'objet, cet arrêté n'a jamais non plus fait l'objet d'un avis, s'il vous plaît, d'un avis du ministre ayant les finances dans ses attributions, qui est le ministre des tutelles. C'est pour dire en d'autres termes, la décision, l'arrêté qui est illégal, c'est celui qui vient abroger les deux autres arrêtés qui sont légaux. Maintenant, la question à laquelle on se pose, nous sommes dans quel pays? C'est-à-dire les actes qui sont légaux sont abrogés par les actes illégaux. Tout ça dans l'intention de faire du mal. Nous nous interpellons, nous ne sommes pas là pour faire du mal. Je vais y revenir à vous. Oui, laissez-moi citer. Nous voulons tout simplement que la loi soit scrupuleusement respectée dans les actes que nous posons. Merci. Lorsque la loi n'est pas respectée, cela laisse entendre que c'est un règlement des comptes. Vous concluez déjà. C'est un règlement des comptes. Merci beaucoup. Osez Mabiala, l'arrêté, la décision du ministre provincial en charge de la fonction publique, cette décision a-t-elle été soumise au niveau du Conseil des ministres? Si oui, pourquoi lors de sa sortie médiatique, le conseiller en communication du gouverneur des provinces avait promis d'attendre le gouverneur des provinces, entre guillemets, l'autorité n'a pas été consultée avant la prise de cette décision? Ok, merci beaucoup pour la parole. Je suis éclairé et très touché de constater que les enfants que les parents envoient à l'école, aux universités pour apprendre les droits, malheureusement finissent et sortent la tête vide. Et c'est un grand danger pour la République. Il faut retirer ça, maître. Non, confrère, il faut retirer. Confrère, il faut retirer. Non, s'il vous plaît. Je n'ai cité les noms de personnes. Non, retire ça. Certains enfants, s'il vous plaît. C'est impersonnel. Oui, c'est impersonnel. Je voudrais que vous puissiez retirer. Soyez courtois, s'il vous plaît. Mais pour vous faire plaisir, je les retire. Merci beaucoup. Ok. On est folie. Avançons. Et je suis encore très éclairé de voir... Vous consommez vos minutes par des attaques inutiles. Mais pourquoi vous m'arrêtez à chaque fois que je vais parler? Allez-y, vous êtes libre. Merci. Allez-y. Sinon, les téléspectateurs risqueront de croire que vous complotez avec Maître Armi. Non. Vous évitez ces procès d'intention. Merci beaucoup. Oh. Donc, laissez-moi libérer calmement. Vous comprendrez avec moi, cher Glodino Lukanou, que la province du Congo central a un sérieux problème. Et ce sérieux problème nécessite un médicament très efficace plus que la quinine. C'est quoi les problèmes en question? Les problèmes en question est que la province du Congo central est détruite par ses propres dignes filles et fils à cause des intérêts mesquins. Lorsqu'on vient ici dans un plateau de télévision et d'une émission de si grande envergure, soutenir une violation flagrante de la loi, soutenir la médiocrité et la délinquance politique, c'est très grave. Quelle loi a été violée? Il a démontré noir sur blanc que les arrêtés sont légaux. Je viens. C'était son opinion. Et qui n'engage que lui. Lorsque le président de l'Assemblée provinciale, c'est lui qui engage la première institution de la province. Et déjà, il faudrait rappeler à Maître Armi, un gouverneur qui est déjà remplacé par un vote, n'a pas le plein pouvoir, mais assume les affaires courantes. Mais au mois de février, il n'y avait pas encore d'élection. Un gouverneur qui est déjà remplacé par une voie démocratique qui n'est rien d'autre que les élections, n'a plus le plein pouvoir d'engager. Évidemment, oui, mais les arrêtés ont été signés au mois de février. S'il vous plaît, assume les affaires courantes. Et c'est à ce niveau-là que le président de l'Assemblée provinciale, Papi Montezolo, a eu à prendre des mesures conservatoires. C'est-à-dire, pendant cette période-là,
il faut qu'on puisse suspendre les décaissements de fonds dans les caisses provinciales. Il faut qu'on puisse suspendre les mouvements de personnel. Et ce qui est curieux, lorsque l'ancien ministre provincial de la fonction publique prend un arrêté, signe, en engageant 88 personnes, et que curieusement, ces 88 personnes, jusque-là, après 5 mois ou 6 mois après, n'ont pas toujours été notifiées. Ça, vous le trouvez normal? Et qu'il fallait seulement attendre, pendant que nous étions dans une période de transition, pour commencer à notifier ces gens-là, et que ces gens-là puissent commencer à bénéficier de leur salaire. Et ce qui est plus mal, et qui fait d'ailleurs très mal à la population, c'est de voir que le ministre signe un arrêté, lui-même reconnaît qu'il a signé un arrêté de 88 personnes, mais curieusement, l'ancien directeur général de la Direction générale des recettes du Congo central, lui commence à notifier 199 personnes. Par quelle magie? Même le film d'Harry Potter ne peut pas l'avaler ou nous le prouver. Ma question n'a pas été répondue. Que 111 personnes sorties de nulle part, non entièrement identifiées, commençaient à être notifiées et bénéficiaient d'un salaire au détriment même de ceux-là qui ont été arrêtés officiellement, qui ont été, engagés officiellement et qui prestaient. Et vous voulez qu'on puisse continuer à encourager cette délinquance politique? Vous voulez qu'on puisse avaler cette médiocrité? Pourquoi? Parce que les 111 personnes fictives dénichées ne sont rien d'autre que le membre des familles de gens qui complotaient avec l'ancien régime. Et on veut aussi monter dans un plateau de télévision pareil pour commencer à défendre l'inégalité. C'est très grave. Voilà, merci beaucoup. Maître Simon Lusonso, pourquoi ne pas organiser un contrôle sérieux pour pouvoir identifier les surnombres, les gens qui ont été ajoutés dans l'arrêté que le ministre reconnaît, les 88 personnes, mais il faudrait abroger les arrêtés même de ceux qui ont été engagés normalement. Et en cela d'ailleurs, avant peut-être de répondre directement à votre question, c'est là que nous, en tant que citoyens, en tant que Congo, que nous voulons peut-être nous adresser au chef de l'exécutif provincial. C'est-à-dire la question qui fait couler encre et salive. Et puisqu'il est déjà de retour, je pense qu'il va examiner la question pour ceux-là qui sont dans la légalité. N'est-ce pas? Les 88 personnes concernées par l'arrêté, qui soient réguliers bien entendu, je pense que toutes ces personnes-là seront réhabilitées. Mais pour ces personnes fictives, là je pense que la loi est dure, mais la loi reste la loi. Et je pense qu'en ce moment-là, les conséquences seront, n'est-ce pas, trop néfastes. Alors, pour revenir à votre question, parce que ici, le vrai problème, c'est quoi? L'on n'a pas pu déceler même l'éco-débatteur qui est en face de nous. Personne d'entre nous n'a pu déceler les conclusions, n'est-ce pas, du rapport. La lettre est différente des conclusions de l'enquête qui a été menée par la commission. C'est cette lettre-là qui va motiver pourquoi ils demandent au ministre de suspendre. Écoutez, c'est un rapport à la décision. Attendez, tout à fait. Au-delà de tout, est-ce que dans cette lettre, on vous parle des personnes fictives? Je dis non. C'est-à-dire, dans les rapports d'enquête, c'est là où on a décelé tous les griefs mis à charge du ministre, non seulement du ministre sortant qui avait pris l'arrêté, mais au regard de toutes les personnes identifiées, notifiées par le directeur général sortant. C'est au regard de tous ces griefs. Si le ministre, je me mets à la place du ministre, si le ministre aille à abroger, la logique, c'est conformément à la lettre lui adressée par la commission. Parce que la commission dit quoi? Abroger. C'est la commission qui demande au ministre. La question, est-ce que la commission peut directement intimer les ordres? J'ai déjà répondu, ça c'est une autre question, j'ai déjà répondu à votre question. Je vais dire ceci. En principe, lorsqu'une commission est mise en place, nous sommes en pleine vacances parlementaires. Après l'enquête, la commission devrait faire rapport au bureau, ou sinon au président par l'entremise de son président. Et c'est au président, puisque nous sommes en vacances, de convoquer soit la conférence des présidents pour en décider, tirer les conséquences. Est-ce que cette procédure a été respectée? Je parle sous réserve. Je n'en sais absolument rien. Mais ici, moi, je dis, puisque vous m'avez posé la question, est-ce que le ministre devrait abroger? C'est pourquoi je me mets à la casquette, à la place du ministre en disant, le ministre n'a fait qu'obtempérer à la décision prise par la commission. Mais je ne dis pas, ici je ne suis pas en train d'encourager si la procédure n'a pas été respectée ou pas, parce que j'ai déjà répondu à la question en disant,
en pleine vacances parlementaires, c'est une commission qui est mise en place. La commission, après le travail, ne décide pas. Mais la commission fait rapport au bureau par l'entremise du président qui devait convoquer et ensuite l'Assemblée provinciale engagée par son président devrait saisir l'exécutif provincial. Bien entendu, tout en respectant la procédure qui engage l'exécutif provincial. C'est le gouverneur des provinces et quitte au gouverneur des pouvoirs, n'est-ce pas, tirer toutes les conséquences. Donc moi j'ai dit ceci, je ne suis pas en train de donner quitus si violation de la procédure il y aurait. Je ne donne pas quitus. Mais ce que moi je relevais ici, parce que le vrai problème qu'il y a eu dans ces dossiers, il y a eu une notification au-delà du fait qu'il y a eu une mesure conservatoire, ça c'est de 1, mais également la fraude qui a été décelée en ce que des personnes qui n'étaient pas régulièrement engagées, mais qui se sont retrouvées être notifiées. C'est cela le problème. Merci. Et voilà, pour conclure, moi je dis, il sera question, lorsque la question sera examinée. Vous concluez déjà, on va avoir la parole pour ce sujet. Par rapport à la question, par rapport à votre question, bien entendu, par rapport à votre question, donc je vais revenir vers vous merci bien. Pour la conclusion. Merci beaucoup, Maître Hermie Makaya. Nommé au mois de février, sur arrêté ministériel, ces gens n'ont jamais été notifiés pour être notifiés au mois de juin après les élections. Pourquoi attendre tous ces temps-là? Merci beaucoup pour la question. Je crois que Maître a déjà donné la réponse là-dessus. Lorsque les notifications sont octroyées pendant la période suspecte, ce n'est pas l'arrêté qu'on abroge, mais ce sont les arrêtés qu'on annule. C'est ça les droits. Et lorsque le maître dit que la procédure n'a pas été respectée, lui qui est juriste, de circuit avocat, mais qui banalise cette procédure qui a été biaisée, mais il est au moins satisfait du fond, je me dis qu'il y a un petit souci. S'agissant de 88 personnes qui seraient nommées et puis les 111 autres seraient défictives. Je vous donne l'arrêté. Mais c'est le journaliste. Je vous donne l'arrêté du mois de février 2024 qui nomme 199 personnes et le ministre a paraphé sur toutes les pages de l'arrêté. Un arrêté dans lequel le ministre paraphe toutes les pages, vous dites qu'on a ajouté des fictifs. Mais soyons sérieux. Même il n'y a pas 99 ici. Non, il y a ceci. Il y a ceci, vous voyez. Oui. On a nommé par catégorie, par grade. Okay. Vous voyez, les attachés d'administration de la deuxième classe. 7 personnes. Ils sont pas 7. Ils sont jusque là, vous voyez, ils sont jusqu'à 61. Okay. Les agents d'administration première classe, ça commence par 1 encore. N'est-ce pas? Donc les 66 plus, vous venez jusqu'ici, ça fait 65. 61 plus 65. 126. Les agents d'administration deuxième classe, ça commence par 1 jusqu'à 65 encore, ça fait combien plus 65? 192. Je crois, 192. Et puis les attachés auxiliaires de première classe, ils sont au nombre de 4. Et puis les deux autres qui sont des auxiliaires, ça fait 199 agents régulièrement nommés. Et l'arrêté est là. Le ministre de la fonction publique du gouvernement passé a paraphé sur les pages. Mais admettons sur le plan du droit que vous constatez que l'arrêté a été pris. Et ils n'ont jamais présenté l'arrêté de 88 personnes. Le seul arrêté qui est présenté par tout le monde, c'est celui de 199, mais qui nous brandissent l'arrêté de 88 personnes. Qui nous brandissent l'arrêté de 88 personnes. Cet arrêté de 88 personnes n'existe pas. L'arrêté qui existe, c'est celui de 199 personnes. Et ils veulent, bien sûr, faire partir les 111 pour pouvoir les remplacer au sien. Et ça, c'est très grave parce que la DGRKC, c'est un service public, c'est la fonction publique. Ce n'est pas un cabinet politique où on se donne les luxes de venir placer des gens comme si on était dans un cabinet politique. Si vous voulez engager les gens, j'ai entendu mon frère dire que ben voilà, il y a surnombre des agents à la DGRKC, mais je me dis que nos amis ici, communicateurs du gouverneur, ils viennent dans un plateau ici n'est pas communicateur du gouverneur, disons ici, il est journaliste analyste politique. La DGRKC a besoin du personnel. Nous sommes ici dans la ville de Matadi. Moi, je suis locataire. La DGRKC est censée percevoir la taxe sur les revenus locatifs. Depuis que je vis à Matadi, je n'ai jamais vu un agent de la DGRKC venir demander ou enquêter sur combien je paye chaque fin du mois pour que la DGRKC, n'est-ce pas,
puisse prélever la taxe sur les revenus locatifs. Pourquoi la DG Casse, écoutez, pourquoi la DG Casse n'arrive pas à le faire? Parce qu'il n'y a pas assez de personnel. DG Casse Kimpese, qui gère Kimpese et Pelukala, n'a que 38 membres. Une si grande agglomération. Vous n'avez que 38 membres et vous voulez apprécier. C'est pourquoi nous, quand nous étions là, selon nos prévisions, à l'horizon 2025, la DG Casse devait arriver à 1500 agents pour pouvoir accroître, n'est-ce pas, son chiffre. Mais quand il dit que la DG Casse n'a pas l'argent pour payer ces agents-là, mais c'est encore une autre ignorance criante. Pourquoi je l'ai dit? L'acte qui crée la DG Casse de 2017, bien évidemment, pris par Jacques Mbadou, détermine le pourcentage que gère la DG Casse. Toutes les mobilisations mensuelles de la DG Casse n'a 25% pour son autonomie financière. Et sur les 25%, 5% c'est pour le fonctionnement et 20% pour la prise en charge de son personnel. Maintenant, en quoi si la DG Casse embauche les gens, cela va empêcher l'exécutif provincial d'avoir l'argent pour mettre en place sa politique? Parce que juste même aujourd'hui, si la DG Casse arrivait à mobiliser 20 milliards de francs congolais, la DG Casse aura toujours, n'est-ce pas, aura toujours 25% pour son fonctionnement. Et cela ne peut en aucun cas perturber les prévisions budgétaires du gouvernement central. Et d'ailleurs, quand on dit les personnes fictives, mais nous avons l'IGF de la part du Congo central. L'IGF exerce un contrôle a priori et a posteriori. Comment ces agents qu'eux appellent fictifs ont été payés après validation de l'IGF? Merci. Comment ces gens-là ont été payés après validation? S'ils ont été fictifs et qu'ils ne se retrouvaient pas dans l'arrêté, l'IGF pouvait valider leur paiement. Merci. C'est pour dire que nos amis peuvent tout faire, maquiller la situation, mais ceux qui doivent savoir que le pouvoir est passager. Merci. Vous avez 1 minute à chacun. C'est une question ouverte. Vous allez conclure par rapport à notre premier sujet et puis on va prendre notre deuxième thématique. On commence par Osé Mabia et puis on va prendre Maître Simon. 1 minute à chacun. 60 secondes. 1 minute serait injuste parce que Maître Armi a parlé plus que d'1 minute. Hein. Non, je vais revenir vers lui pour 1 minute. Vous avez tous pris la parole deux fois. Alors il ne faut pas être injuste. Je suis... lorsque je vois Maître Armi balancer un arrêté fabuleux, je ne sais pas ramasser où, que selon lui les députés auraient ignoré, ah ben je suis étonné. Je suis étonné. C'est-à-dire, il faut présenter des documents qui répondent aux normes de la critique historique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, que le document s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, prenez votre mal à conscience et soyez tolérants. J'étais très calme lorsque vous avez parlé. Ne soyez pas agités, c'est très bien. Lorsque vous présentez un arrêté, un fabuleux arrêté, qu'on sait ramasser où, et vous le faites passer pour une véracité, ah ben ça c'est dangereux. Et que vous dites que les députés l'ont ignoré pour faire des choses de façon anarchique, ah ben ça, c'est très dangereux. Également. Je vous ajoute 1 minute. Merci. Et que vous puissiez répondre à ma question. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous fait dire que l'arrêté présenté par Maître Armi Makaya est un faux document? Et est-ce que vous pouvez nous brandir le vrai document? Merci beaucoup. La DG Casse, c'est une régie financière. Et les députés provinciaux sont les personnes habilitées pour contrôler cette régie financière. Ok? Et lorsque les députés provinciaux, en qui le peuple a foi, sont allés dans une commission ad hoc, enquêter sur la situation, et révèlent des griefs, et par la suite, invitent le ministre du tutelle, sinon le ministre de la fonction publique bien entendu, de pouvoir abroger cet arrêté frauduleux présenté par Maître Armi Makaya ici, nommant une pléthorique de gens. Savez-vous qu'un document peut être modifié après? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez que le ministre provincial... Vous avez consommé vos 60 secondes. Vous avez les 60 secondes pour répondre à mes deux questions. Laissez-moi argumenter, s'il vous plaît. Vous savez qu'un document peut être modifié dans un laps de temps. Et qu'on peut introduire un premier arrêté avec 88 personnes. Et par après, parce qu'on a y annexé de suite d'une force politique, vous supposez que la réalité qu'il y a une modification. S'il vous plaît, vous m'interrompez à chaque fois, je n'arrive pas à argumenter parce que vous m'interrompez à chaque fois. Vous coupez l'idée. Nous sommes dans un terrain politique et ne restons pas sur des faits superfétatoires. Entrons dans le fond.
Le ministre, le premier arrêté qu'il avait signé avec 88 personnes engagées. S'il vous plaît. Ne vous agitez pas. Parlez, s'il vous plaît. Avec 88 vous personnes consommez engagées. vos minutes. Ok? Et ces 88 personnes engagées, il faut arriver, c'est arrivé aux mains du directeur général de la DGRK, si ancien, bien entendu. Il se retrouve subitement avec une liste annexée avec 111 personnes. Et ces 11 personnes, il faut aller sur le terrain pour enquêter, monsieur le journaliste, monsieur Armi Makaya. Il faut aller sur le terrain. Demander aux agents de la DGRK effectifs qui viennent au travail. Est-ce que ces autres noms cités sur cet arrêté fabuleux que venait de présenter Maître Armi Makaya venaient au travail? Où ils le voyaient? Nulle part. Ce sont des personnes fictives. Ce qui revient à dire l'arrêté que vous venez de brandir, c'est un arrêté fabuleux mensonger. J'avance. Il a dit ici que la DGRK avait besoin d'un surplus de personnel. Mais je suis étonné qu'il n'a pas qualité de pouvoir dire, du fait qu'il ne soit pas technicien en la matière. La seule personne qui est habilitée à demander un ajout du personnel au sein de la DGRK, c'est le directeur général qui est le technicien qui gère au quotidien ces régies financières. Et aussi le comité directeur. Ce sont eux qui doivent soumettre le besoin. Et non un politique dire que engager frauduleusement 111 personnes. Non, non. Merci. Le besoin doit être. Merci. Le besoin 60 secondes. le besoin doit Merci. être exprimé par la personne. Merci. S'il vous plaît. Le besoin doit être exprimé par la personne qui gère au quotidien cette régie financière. compris. Merci. C'est comme qui dirait, je suis avec votre question, c'est comme qui dirait qu'ici à Mabanière Télévision, quelqu'un qui vient de l'extérieur, il dit que Mabanière Télévision a besoin de plus d'argent. Alors que la personne qui gère au quotidien Mabanière Télévision, le directeur Chambouilly, n'exprime pas ses besoins en tant que technicien. Voyez-vous réagir à Merci. chaud, comme ça lui va prendre ma place. Non, je vais suivre la logique. Non, maître, vous autorisez? Si vous m'accordez par la... Il est clément. Merci. Je vous accorde la parole. C'est extrêmement grave, hein. Moi, j'ai été expert au cabinet du gouverneur sortant. Lorsque j'ai dit, selon notre vision de gouvernance provinciale, je ne dis pas que la DGRK doit engager. Nous avions une vision. Et laissez-moi parler, c'est ce que moi j'ai dit. Ne venez pas contredire ce que moi je n'ai pas. Non. J'ai dit ceci. Selon nos prévisions, à l'horizon 2025, la DGRK devait avoir 1500 agents. C'est ce que je dis. Je n'ai pas dit. Vous n'avez pas engagé ces gens en 2020. Personne n'a été engagé. Soyons tolérants, s'il vous plaît. Laissez-les réagir. Je vous ai brandi ici un arrêté qui contient 199 personnes. L'arrêté auquel vous faites allusion, vous ne l'avez pas. C'est un arrêté qui n'existe pas, mais créé par la cellule de communication du gouverneur pour désorienter l'opinion. Moi, je reste sur les faits. Je reste sur les faits. Nul n'ignore le rôle de contrôle de l'Assemblée provinciale vis-à-vis des services provinciaux. Mais le directeur général n'a pas à interagir directement avec l'Assemblée provinciale parce qu'il dépend de l'exécutif. Quand on vous a dit que nos amis sont venus avec l'amateurisme dans la gestion de la province, personne ne voulait nous croire. Quand on disait aux gens ici, faire passer du lolo, c'est plonger la province du Congo central dans la poubelle, les gens ne voulaient pas nous croire. Ici, nous sommes en face d'un directeur général qui ignore son ministre de tutelle, qui ignore son gouverneur qu'il a nommé, il s'adresse au président de l'Assemblée provinciale. Le président de l'Assemblée provinciale qui va mettre une commission pendant les vacances parlementaires, la commission va statuer, va donner des instructions au ministre. Le ministre provincial, sans prévenir le gouverneur, va prendre un arrêté. Finalement, nous sommes où? Merci, maître. Soyons sérieux. Merci. Maître Soyons Simon, sérieux. On a besoin Merci, maître. S'il vous plaît, soyez tolérants. Soyez tolérants, s'il vous plaît. Soyez tolérants. Maître Simon, vous avez la parole. Soyons tolérants, s'il vous plaît. Soyons tolérants, s'il vous plaît. Maître Simon. Ce qui me concerne, je pense qu'il faut sauvegarder la paix sociale. La paix sociale aussi, c'est quoi? Je m'en vais déjà en amont, la procédure même de recrutement de toutes ces personnes, parce qu'aujourd'hui, il faudrait mettre à la place publique. Il y a des gens qui se retrouvent dans ces arrêtés abrogés aujourd'hui, qui sont surpris de voir leur nom sur ces listes-là. Ça, c'est des 1. Et donc, on se pose la question, les recrutements avaient eu lieu où? Et donc, à la prochaine, je pense que ce sont des questions qu'il faudrait vraiment tabler avec beaucoup de sérénité. Et donc, la procédure, je le dis en tant que juriste, là où elle serait ou là où elle aurait été violée, là, je n'encourage pas. Mais est-il que les actes frauduleux doivent être condamnés à tous les niveaux? Pourquoi? Parce que si aujourd'hui notre pays, notre province n'avance pas, c'est à cause de ces antivaleurs. Et donc,
s'il faut m'adresser au patron de l'exécutif provincial, il sera question d'examiner à bon escient ces dossiers, c'est-à-dire réhabiliter des gens qui ont été engagés de manière régulière et légale, mais pour cela, effectivement, s'il y a des personnes fictives, je pense qu'ils doivent subir, parce que la commission qui a enquêté, je pense, ce sont des députés provinciaux, des dignes représentants du peuple. S'ils ont décelé qu'il y a eu fraude à un certain niveau, je pense que cet acte-là, frauduleux, doit être condamné. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on a fini notre premier sujet. On va prendre notre deuxième sujet. C'est donc la réhabilitation de l'avenue Kinshasa tronçon 24 novembre entrée La Paillote. Alors on n'a plus le temps. Vous aurez 2 minutes à chacun pour réagir. Le lancement est lié le 17 de ce mois. Le vice-gouverneur a dit qu'il a lancé les travaux de ces tronçons routiers aux Mabiala. Par rapport à ce qui s'est fait déjà sur le terrain, était-il possible qu'un gouverneur de province puisse se déplacer pour venir lancer ces travaux-là? Alors qu'il y a un ministre provincial en charge des ITP, il y a un bourgmestre, il y a un maire de il y a un maire de la ville. Les Congolais veulent une chose et son contraire. Lorsqu'ils voient le gouverneur rester dans son bureau, ils disent que lui, il est trop bureaucrate, Azokou fait la Mali la split. Et lorsqu'on le voit maintenant descendre sur le terrain, on dit encore, mais est-ce que ça valait de la peine qu'il fallait même qu'il puisse déléguer son ministre ou conseiller consort? Les Congolais veulent une chose et son contraire. Mais ce qui est vrai, cher confrère Glodino Lukanou, le frère ici présent, qui désormais appartient à l'opposition, sans objectif, ont demandé au gouverneur de se mettre au travail. C'est-à-dire de ne pas croiser les bras, mais de travailler. Eh bien voilà les actes. Les actes sont là. Il n'a pas attendu 100 jours, le gouvernement provincial n'a pas attendu 100 jours pour commencer les travaux. Ils ont procédé au lancement de la réhabilitation du tronçon routier avenue Mbokasika jusqu'au rond-point Londé. Ça valait la peine, puisque ce sont des travaux financés par le gouvernement provincial. Et la personne qui représente le premier... Je voudrais rappeler ici qu'on ne parle pas de gouverneur sortant, on parle du gouvernement provincial. Mais justement. Donc, ça valait la peine qu'un gouverneur se déplace. Allez-y, continuez. C'est ça que je suis en train de vous répondre. Ça valait la peine, puisque ce sont des travaux financés exclusivement et à 100% par le gouvernement provincial. Le gouverneur de province étant en mission, a donné pouvoir au vice-gouverneur de pouvoir les représenter pour le lancement de ces travaux. Vous vous souvenez que ce jour-là de ce lancement des travaux, il y avait double activité. En même temps qu'il faudrait lancer ces travaux, en même temps que le vice-gouverneur devrait aussi se retrouver au niveau de Pozo pour aller inaugurer une firme qui vient ici au Congo central donner de l'emploi aux jeunes. À la place d'engager des gens frauduleusement à la DGRKC, de mettre une plotorique, il faut créer d'autres emplois. Voilà pourquoi on avait inauguré une entreprise au niveau de Pozo en passant. Qui n'appartient pas à l'État. Parlons de... Qui n'appartient pas à l'État, mais va engager la main-d'œuvre locale. Ok, parlons du sujet. Mais va engager la main-d'œuvre locale. Et ça vaut la peine que ça puisse avoir l'accompagnement du gouvernement provincial. Merci. Voilà. Maître Simon Lussoso, le gouverneur de province, le vice-gouverneur faisant l'intérim du gouverneur des provinces, vient lancer les travaux de réhabilitation de l'avenue Kinshasa 24 novembre entre La Paillote. Dans ces mots, il a dit que cette route va être réhabilitée. Dans ces tronçons, ils ont délimité les tronçons. Et quand le directeur provincial de l'OVD prend la parole, il dit même qu'on va réhabiliter cette route longue de 800 mètres. Alors qu'en réalité, sur le terrain, ce n'est pas ce qui s'est fait. Ce n'est pas une réhabilitation en soi, c'est une réhabilitation partielle. Est-ce que c'est une démagogie politique? Bon, démagogie politique, pour moi, ce qui intéresse à première vue, c'est quoi? C'est l'acte qui est posé. Parce que vous savez, ces tronçons-là a déjà coûté la vie à un jeune homme, un déclarant de surcroît. Vous comprenez? Et à chaque fois, nous qui fréquentons ces tronçons, à chaque fois, nous étions en train de décrier l'état de ces tronçons routiers. Et l'acte qui a été posé, je pense que cela rencontre, n'est-ce pas, la volonté de la population, n'est-ce pas, qui consomme, n'est-ce pas, ces tronçons routiers. Mais ce qu'il faudrait recommander, ce que je n'ai pas aimé, parce que vous savez, on est en train de réhabiliter juste au niveau de l'entrée Kanredjaf. On a laissé une bande, disons, un tronçon, et puis on va avancer jusqu'au niveau de l'hôpital Nzo Ansalassani. Je me suis posé la question de savoir, les techniciens, c'est-à-dire l'OVD qui exécute les travaux, pourquoi ne pas, n'est-ce pas, procéder à partir, du moins, juste devant les camps Kanredjaf, et aller à la maison Nzo Ansalassani. La portion qu'on a laissée, il y a encore des gonflements.
Vous comprenez? Et cela pourrait à la longue aussi occasionner les dégradements, n'est-ce pas, du tronçon qui est en train d'être réhabilité. L'acte en soi, la population ne peut qu'applaudir. Parce que lorsqu'un gouverneur pose un acte pour l'intérêt de la population, je vois mal un compatriote qui puisse, n'est-ce pas, venir parler en mal de l'acte qui a été posé alors que ça va dans l'intérêt de la population. Non, la démagogie par rapport... Quand la population passe, ils se disent non. C'est par là qu'on parle de la démagogie politique. La population a été informée sur la réhabilitation normale alors que c'est une réhabilitation partielle. La population, si parfois elle est capricieuse. Vous comprenez? Lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'il y a un besoin, la population... Pardon? Trop exigeante ou capricieuse? Je dis capricieuse. Okay, parce qu'il ne faut pas jouer les jeux de mots. Non réhabilité, non voilà, je sais quoi. Ce qui est important, les travaux ont été lancés. C'est question d'éviter les dangers sur la voie publique. Mais j'encourage à ce que les travaux soient bien faits pour l'intérêt de la population. Voilà, merci. Maître Armi Makaya, est-ce que c'était important de cacher la vérité à la presse et à la population que ça serait une réhabilitation partielle, mais informer que ça sera une réhabilitation normale? Puisque même dans le panneau, il a été écrit réhabilitation. Bon, alors qu'il y a une différence sur le plan technique entre réhabilitation normale et réhabilitation partielle. Nous, tout ce que nous attendons, c'est les résultats. Le jeu de mots tel que le communicateur du gouverneur est en train de mais vous êtes communicateur du gouverneur. Non, mais vous avez la notification, les notifiants. Communicateur politique. Parlons du sujet aujourd'hui, s'il vous plaît. Restons dans les sujets. S'il vous plaît, je vous protège. Je vous protège, mon frère. C'est pour dire quoi? Que tous les raccordements frauduleux autour de ces projets de réhabilitation ou de construction, nous, on n'est pas dedans. Nous attendons les résultats. Que la route soit réhabilitée ou construite, nous attendons l'ouvrage soit donné à la population pour usage. C'est le plus important. Alors non, j'ai toujours été rationnel d'ailleurs. Mais alors, laissez-moi revenir un peu en arrière parce que il me reste peut-être une minute. 40 secondes. Oui, 40 secondes pour dire ceci. En fait, lorsque on vient gérer une province, on ne vient pas pour rendre compte aux gens. On vient pour assurer la continuité du service, en y mettant sa vision pour pouvoir faire mieux, là où l'autre n'a pas pu faire mieux. Alors, cette politique de chasse aux sorciers que l'actuel pouvoir veut mettre en place, personnellement, je la décourage parce que ça ne va pas assurer la tranquillité. Je viens de vous démontrer noir sur blanc ici que l'arrêté qui est régulier, c'est celui, et qui est irrégulier et illégal, c'est celui. Ils seront obligés de revenir. Hein? Non, je prends mes minutes. Il prend ses minutes. Il prend ses minutes. Alors qu'il trouve pas l'importance. Il conclut. Allez-y. Non, c'est pour dire que l'arrêté qui est illégal et irrégulier, c'est celui qui vient abroger les doses. Vous l'avez déjà dit. Mais aussi, je voulais dire une chose, il ne revient pas à un député ou à une assemblée provinciale de constater l'illégalité d'un acte administratif. Je suis devant un juriste. L'illégalité d'un acte administratif se prouve par le juge administratif. Donc si on avait estimé que cet arrêté était irrégulier ou illégal, on aurait dû saisir le juge administratif pour que celui-ci se prononce. Chose que nous allons faire. Merci. Si le gouverneur ne casse pas la décision, l'arrêté irrégulier de son ministre. Aussi, mon frère dit ici, dans les 100 jours, le gouverneur, on a inauguré une entreprise qui va donner des travaux. Jamais. La démagogie. Vous êtes matadien. L'entreprise dont il parle, c'est le port sec qui se trouve aux côtés du Pompose. Ces ports-là, les travaux de ces ports-là commencent en 2016. Mais Bilolo qui vient d'arriver, pas même 100 jours, on l'attribue comme étant... Non, il n'a pas dit que c'est Bilolo qui a créé. Non, il va donner du travail aux gens. Non, je protège les confrères. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que c'est Bilolo qui a créé. Non, il a dit que c'est une action qui rentre dans les 100 jours du gouverneur parce que ça va donner de l'emploi. En lieu et place de surcharger la DGACAS, il fallait aller dans ce genre d'initiative. C'est ce qu'il a dit, non? Mais cette initiative n'est pas sous Bilolo.
C'est une initiative qui commence depuis l'époque de Jacques Mbadou. C'est pour un privé. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés. S'il vous plaît, un peu de tolérance, je vous en prie. Un peu de tolérance, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La technique, coupez-moi ce micro, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. Et pour votre bonheur, j'ai réussi à ma droite, Maître Armi Makaya, politicien et cadre de la jeunesse de l'UDPS. Maître, une fois de plus, merci d'être venu. Je vous remercie pour votre invitation. Et à ma gauche, j'ai mon confrère Osé Mabiala, journaliste et analyste politique. Confrère, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. Et Maître Simon Lusonso, analyste politique et avocat au barreau du Congo central. Maître Simon Lusonso, une fois de plus, merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Merci de nous avoir suivis. Messieurs et dames, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.